Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Aujourd'hui écrivons demain. Le podcast qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Et je suis la fondatrice de Redaxilv, une entreprise de rédaction pour les professionnels et les particuliers. D'un côté, j'aide les acteurs du nouveau monde à se raconter et à se rendre visibles en rédigeant leur contenu sur le web et les réseaux et en leur donnant la parole à travers ce podcast. Et en leur donnant la parole sur ce podcast. Et de l'autre, j'aide les particuliers à écrire leur biographie, les témoignages, c'est mon dada. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Tous les lundis, je mets en ligne une nouvelle interview d'un acteur du nouveau monde pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Dormi, dormi, dormi chi si bravo, 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 e porro più caro, bianca, bianca, a torturera, stanca, stanca, s'addormenta ancora. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Clémentine Copolani. Ce sont les réseaux sociaux qui nous ont réunis. Clémentine est originaire de Corse où elle a grandi. Elle vit désormais à Marseille. Elle est passionnée par tout ce qui a trait à la voix, au souffle, au corps et aux sciences humaines. Après avoir étudié le chant lyrique, elle explore d'autres influences musicales en se produisant sur les scènes et festivals de jazz de Corse, d'Italie, du sud de la France, accompagnée de ses musiciens. Depuis plus de 15 ans, elle exerce en tant que coach vocal. Elle est également préparatrice mentale pour la scène et praticienne en breathwork, une méthode qui permet de modifier l'état de conscience. Dans son podcast, La clé de la voix, elle nous embarque dans le monde fascinant de la voix. Elle y donne la parole à des artistes, des médecins, des chercheurs, des scientifiques et des thérapeutes. Nous allons découvrir son histoire, ses engagements, son rapport au chant, comment elle met au service des autres sa propre voix. Je ne vous en dis pas plus. Installez-vous confortablement et immiscez-vous dans notre conversation. Bonne écoute. Bonjour Clémentine. Bonjour Katia, Comment vas-tu? très bien, je suis heureuse de partager ce moment avec toi. Eh bien, écoute, moi aussi, comme je l'ai dit en introduction. Alors, je suis un petit peu perturbée, c'est peut-être pas le mot, mais parce qu'on enregistre en visio et je ne te vois pas. J'entends seulement ta voix. Et on parlait justement en aparté de quelque chose d'assez intéressant sur l'attention qu'on peut porter justement pleinement, uniquement quand on a la voix de notre interlocuteur. Et tu me disais toi-même que tu travaillais parfois aussi uniquement comme ça autour de la voix sans forcément voir tes coachés. Tu nous racontes? Oui, mais on sait que, par exemple, au niveau de la voix chantée, la justesse, la perception de la justesse, quand on voit quelqu'un, même s'il chante un peu faux, eh bien, on va pas forcément s'en rendre compte. Tandis que si on écoute uniquement, on va s'en rendre compte. Donc, il y a des études qui ont été faites par la chercheuse en neurosciences et sur la voix chantée et la voix parlée, donc Pauline Laruy-Maestre. Et moi, c'est vrai que le chant, on a tous des canaux de prédilection qu'on a naturellement, qu'on a aussi développé de par notre métier, nos activités. Et moi, c'est vrai que la voix, c'est vraiment mon canal de prédilection. Et quand j'ai des décisions à prendre ou quand voilà, pour savoir si le courant va bien passer avec quelqu'un ou autre, en général, je vais plutôt toujours faire des appels audio et je sais qu'en étant concentrée seulement sur la voix, c'est très personnel, mais je vais mieux ressentir, tandis que quand je vais voir la personne, il y aura d'autres éléments qui vont rentrer en compte. Intéressant. Comme si c'était notre
Carte d'identité aussi, la voix. Je me posais la question, on a, comment dire, autant d'êtres humains sur cette planète qu'il y a autant de voix différentes. Notre voix, elle est unique. Ah, c'est une question. Oui, notre voix, elle est unique. Alors, il peut y avoir ce qu'on appelle parfois des sosies sonores, c'est-à-dire quand on parle un petit peu comme d'autres personnes. Donc, très souvent, ce sont des personnes de notre entourage. Ce sont souvent des personnes avec qui il y a des vraies similitudes aussi anatomiques, hein, comme nos parents, nos frères et nos sœurs. On peut dire, ah, tu parles comme ton père, ta mère. Mais il y a aussi tout le côté mimétisme, parce que parfois, moi, je le vois avec ma belle-fille, elle va avoir parfois les mêmes inflexions de voix que moi. Donc, il y a vraiment ce côté environnement. D'ailleurs, quand on entend quelqu'un, on peut souvent dire d'où vient cette personne, quel est son pays, peut-être même quelle est sa région. On peut savoir environ sur 5 ans quel est l'âge de la personne, hein. Donc, c'est assez étonnant toutes les informations que délivre notre voix. On peut avoir aussi une idée de l'apparence de la personne. Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est petite? Sa taille? Alors parfois au niveau du physique, on peut même avoir une idée du style de la personne. Parfois ça tombe juste et parfois on peut être surpris. On peut se dire, ah ben tiens, cette personne, je m'attendais à avoir quelqu'un comme ci, comme ça, de tel âge, et puis c'est pas le cas. En général, ça va plutôt nous frapper et on va plutôt s'en souvenir parce que c'est rare. Mais il y a énormément de choses, hein, d'une personne dans sa voix, aussi bien au niveau de l'intonation. On va entendre son état émotionnel, au niveau du rythme, hein, de sa prosodie, au niveau du choix du vocabulaire. Donc, il y a beaucoup de nuances, hein, qui vont refléter notre personnalité, notre métier et nos préférences culturelles. Je pense à l'émission de The Voice où justement ils ont pris le parti de ne pas voir les chanteurs qui se présentent sur scène. Effectivement, parfois ils se posent la question, c'est un homme, c'est une femme, ils sont trompés par ce qu'ils peuvent entendre. Et en même temps, là, effectivement, comment dire, ils jugent aussi pleinement de ce que la voix peut leur faire ressentir en termes d'émotion. Enfin, ils font abstraction peut-être aussi de la présentation physique. C'est intéressant, ça rejoint ce que tu dis aussi sur le fait d'être juste à l'écoute de la voix. Oui, et c'est vrai qu'il y a des chanteurs, parfois, quand on leur demande de quelle manière ils préfèrent être entendus, et ils disent, ah ben moi j'aime quand les gens dans la salle ferment les yeux. Et c'est vrai que moi enfin j'ai surtout ressenti ça par rapport au breathwork. Quand je guide avec le breathwork, les gens très souvent donc, ont un bandeau sur les yeux. Et parfois, dans la phase d'intégration, je vais chanter quelques chants pour eux. Et c'est vrai que l'écoute est complètement différente, hein, quand les personnes ont les yeux fermés. Ben là, je suis en train de l'expérimenter en direct. Puisque là, je vois bien combien là, je dois porter pleinement mon attention à ce que tu me dis, mais je suis voilà, portée par ta voix vraiment à 100%. Je t'aurais eu devant moi effectivement en visio. Mon attention aurait été, comment dire, diffuse, c'est-à-dire que je me serais aussi laissée à te regarder, t'écouter, mais peut-être moins attentive à ce que tu me dis. C'est curieux en fait comme expérience, comme à la Oui, mais radio. pour un podcast sur la voix, c'est intéressant comme Mais expérience. oui, Tu me oui, diras ce que oui. tu as ressenti à la fin. Oui, oui, on est en train d'expérimenter quelque chose. On va repartir peut-être un petit peu du début, juste avant de démarrer, on t'a entendu chanter en Corse. Est-ce que le chant a toujours fait partie de ta vie, puisque donc ça vient prendre racine dans tes origines? Donc oui, moi, le chant corse, hein, c'est vraiment ancré dans ma vie, dans mon identité. J'ai commencé à chanter à l'adolescence en vivant en Corse, à Porto Vecchio. Et ensuite, je suis venue vivre sur le continent. Et donc, pour continuer à me former, pour pouvoir chanter aussi, puisque j'avais des engagements sur le continent, parce qu'en Corse, l'activité, elle est quand même essentiellement saisonnière. Et j'ai été très étonnée en arrivant sur le continent d'être confrontée à tellement de clichés sur la Corse et sur son histoire. Alors, on me disait, ah, mais si t'es corse, t'es fainéante, tu vas prendre un masque, un tuba, tu vas rentrer à la nage. Il y avait tellement de clichés sur les Corses. Et je me suis dit, mais c'est pas ça. Moi, j'ai envie de transmettre l'histoire et les valeurs de cette île à travers ma voix. Et en tant que femme, ben, je ressentais une responsabilité particulière dans cette transmission, aussi bien en chantant en Corse qu'en parlant entre les morceaux, parce que, Katia, tu le sais peut-être, mais par exemple, la Corse est l'une des premières nations au monde à considérer la femme comme citoyenne. Et dès 1755, dans la Constitution corse, les femmes avaient le droit de vote. Et Tu pendant me 14 l'apprends. ans, avant que la Corse, hein, ne devienne française, les femmes votaient. Donc en fait, il y a tellement de choses que j'avais envie de faire connaître sur la Corse que les gens ne connaissaient pas, que ça s'est imposé à moi. Et donc, tu as utilisé le chant pour pouvoir transmettre
La vérité Ma sur ton vérité, en île. tout cas, ma vision des choses. Et puis, ça me tenait aussi beaucoup à cœur, en étant une femme, voilà, de chanter, parce que quand on pense au chant corse, on pense plutôt aux hommes, hein. Les modèles étaient plutôt masculins. Donc, je trouvais que c'était intéressant et important de faire entendre des voix de femmes. Quel type de chant est-ce que tu proposais? Des chants traditionnels, des chants aussi, des créations. Et au niveau du traditionnel, ce qui a été assez libérateur et très joyeux pour moi, en fait, en revenant à mes racines et en chantant en Corse, après être passée par plusieurs années en chant lyrique, en baroque, en opérette, bon, il y avait non seulement hein, le fait de retrouver la langue corse et de pouvoir y retourner plus souvent, mais aussi le fait de ressentir une sensation de liberté, comme si une porte vers un monde infini s'ouvrait, parce qu'au niveau des arrangements, j'avais carte blanche, parce que autant en chant lyrique, il y a des partitions, tout est écrit, même les nuances. Bien sûr, on peut s'approprier, mais tout est écrit. Quand je chante corse, la transmission, elle était essentiellement orale, juste sur les notes chantées. Donc, au niveau des arrangements, j'ai assez vite fait appel à des musiciens de jazz et je pouvais leur dire, ah, ben là, j'entendrais ci, là, j'entendrais ça. Et on pouvait s'approprier les chants comme on voulait. Et le fait aussi qu'il n'y ait pas de modèle, il y avait très peu de femmes, en fait. Alors, que les femmes ont joué un rôle essentiel hein, dans la transmission du chant. Avant qu'il y ait les enregistrements, ben, les femmes, elles chantaient les berceuses. Moi, ma mère m'a donné le goût du chant et elle m'a appris beaucoup de berceuses. Il y avait aussi les chants de travail, les chants funéraires. Et voilà, j'avais envie d'incarner ce que c'était une voix corse dans notre époque aujourd'hui, en étant connectée à ma voix. Il a fallu que je fasse un travail hein, pour revenir à ma voix naturelle, entre guillemets, parce que j'avais chanté du lyrique pendant des années. Donc forcément, ma voix sonnait lyrique, même sur du chant corse. Et je voulais vraiment pas non plus être dans la reproduction des voix d'hommes. Et je voulais que ce soit ma propre voix. Et j'étais émue quand des gens me disaient, oh, mais en fait, c'est doux si le chant corse. Et je me rappelle d'un ethnomusicologue argentin qui m'avait dit un jour, ah, mais ça change parce que d'habitude, on entend des voix très éthériennes et vous devez être quelqu'un de très émotionnel et de montrer qu'il y avait vraiment toute une diversité et beaucoup de place aussi pour la créativité dans le traditionnel. Donc, tu as été plutôt bien accueillie Oui, par le public. oui. Oui, oui, aussi bien, il y avait le public corse, puisque ça me permet de retourner en Corse, et puis aussi toutes les personnes qui aiment la Corse, hein. Il y a un peu deux teams, on va dire ceux qui n'aiment pas la Corse sur le continent et ceux qui adorent la Corse. Donc ça m'a permis aussi de faire découvrir à ceux qui ne connaissaient pas, en étant programmés par exemple dans des festivals de musique du monde, ou même parfois des festivals de musique classique qui ouvraient davantage leur programmation en mettant quelques concerts un peu différents. Et aussi, ça m'a permis d'être proche hein, des gens qui aimaient beaucoup ce type de répertoire. Et voilà. Tu continues aujourd'hui à chanter Oui, en je Corse? continue à chanter en Corse. Là, justement, j'y vais le mois prochain. Et après, c'est vrai que avec mes autres activités, on va dire que ma pratique du chant, même si elle fait vraiment partie de ma vie au quotidien, en ce moment, elle est plus réactive que proactive, hein, comme ça a pu être le cas dans le passé, parce que il y a le podcast qui est assez récent, donc j'y consacre beaucoup de temps et c'est nouveau, puis je reçois beaucoup de messages au quotidien, donc forcément de sentir que ça fédère autour de la voix, ça me fait vraiment plaisir et j'ai l'impression de contribuer. Il y a aussi d'autres activités, la nouvelle, qui sont en train de se mettre en place, comme les conférences. Et il y a aussi tous les accompagnements. Mais je continue de chanter. Et là, je vais retourner faire un voyage aussi en Méditerranée par le biais du chant. Donc, il y a des belles choses à venir. Tu expérimentes la voix sous toutes ses coutures, toutes ses facettes. Oui, Alors, comment est-ce que tu es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui? Parce que donc tu as commencé à chanter. À quel moment est-ce que tu t'es dit que tu avais envie d'en faire ton mais en métier, fait, ton jamais. activité? Jamais. C'est ma professeure de chant. Donc moi, j'ai démarré le chant quand j'étais adolescente. J'avais 12 ans. Donc pour redonner peut-être le contexte, c'était suite à des problèmes que j'avais, hein, d'angine à répétition, de problèmes de communication quand j'étais enfant. La vie avait fait que je m'étais peu à peu tue pour ne pas déranger et je me faisais harceler scolairement. Mon père était décédé. Enfin, il y avait vraiment toute une série d'événements qui avaient fait que je m'étais beaucoup refermée. Donc, je m'exprimais à travers le dessin ou l'écriture. Mais au niveau de la voix, c'était très compliqué. Donc, à l'âge de 12 ans, on m'a enlevé les amygdales. Mais même en m'enlevant les amygdales, j'avais toujours autant d'angine et je sentais bien que
ça devenait de plus en plus compliqué pour moi d'interagir avec les autres parce qu'il y a la voix, mais il y a aussi le oser dire, le oser porter sa voix. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, vraiment, c'était dans un point de vue thérapeutique, pour pouvoir communiquer avec les autres et oser parler davantage. Donc j'ai essayé le théâtre et le chant. Je sentais qu'il y avait quelque chose à débloquer par ce média-là. Et les cours de chant en particulier, ça m'a assez bien correspondu et je me suis dit vraiment, donne-toi comme objectif de chanter en public l'année prochaine pour te dépasser. Toi qui as du mal avec le fait d'être vu, d'être entendu, donne-toi cet objectif-là. Et en fait, ma professeure de chant m'avait dit, mais c'est étonnant, comme tu travailles tellement, puisque je faisais mes vocalises tous les jours sans qu'elle me le demande, je travaillais mes morceaux tous les jours, parce que je trouvais ça tellement incroyable, en fait, ce qu'on ressent quand on travaille sa voix, toutes les vibrations, tous les placements possibles, et puis j'avais envie aussi de progresser. Et elle m'a dit, mais en fait, tu veux faire ça, tu veux faire chanteuse. Et moi, je lui ai dit, ben non, je veux pas faire chanteuse. Et petit à petit, je me suis dit peut-être qu'elle a raison, c'est elle qui a l'habitude, c'est elle sa chante, peut-être que c'est ça. Maintenant, avec le temps, je me suis rendu compte que quand je démarrais quelque chose qui me passionnait, c'était mon processus et que j'y allais vraiment pleinement. J'ai découvert ça. Mais à cette époque-là, je ne le savais pas. Et tout s'est fait assez fluidement, en fait. Je chantais en public et puis petit à petit, j'ai commencé à avoir des engagements. Pareil, les cours, c'était pas un souhait, mais on me le demandait tellement, tellement. Je me suis dit, bon, ben, la vie a l'air de vouloir m'amener là. Et même si, par exemple, je connaissais des personnes qui n'arrivaient pas vraiment à vivre des cours de chant, des coachings et qui avaient un métier en parallèle, comme on me le demandait tout le temps, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas tester ce métier-là, et puis tu es jeune, si ça ne fonctionne pas, tu pourras faire autre chose. Et en fait, de suite, ça a fonctionné, et ça fait 15 ans maintenant que j'accompagne, que je coach en indépendante, et ça m'apporte vraiment beaucoup de satisfaction, et voilà, je suis passionnée par ce que je fais. Est-ce que coach vocal et prof de chant, c'est la même chose? Alors, les approches, les supports, on va dire, sont les mêmes. C'est souvent les mêmes outils qu'on va utiliser. Après, la différence entre un professeur de chant et un coach, ça va être sur des petites choses. C'est-à-dire, normalement, un professeur de chant, c'est quelqu'un très souvent qui exerce dans un conservatoire. Il y a un concours d'entrée. On s'engage à l'année. On a son créneau établi et petit à petit, étape par étape, on va vraiment développer la voix. Un coaching, ça va être plus sur du court terme, même s'il y a des gens au final qui restent sur du long terme. Mais moi, je sais que c'est assez récent que je propose des forfaits. Ça fait seulement 2 ans que je propose des forfaits, un cours à l'unité, ou 5 cours, ou 10 cours, ou 15 cours, et c'est renouvelable. Mais c'est vrai que très souvent, les gens vont venir pour un objectif précis, quel qu'il soit, que ce soit des professionnels ou des personnes qui viennent pour une autre raison, mais il n'y a pas d'engagement. Donc déjà, ça offre plus de flexibilité. Et puis, on va vraiment travailler sur le besoin de la personne. Par exemple, ça peut être quelqu'un que moi, je ne connais absolument pas, mais qui doit enregistrer ou qui doit faire une scène et qui va me demander 2 heures de coaching. Et on va pas tout apprendre, on va vraiment faire par rapport aux cartes, à ce que la personne a entre ses mains, en fait. Voilà, donc c'est vraiment là-dessus où ça diffère un peu. Après, très souvent, les coachs vocaux sont dans des écoles de musique ou en indépendant. Moi, c'était quelque chose voilà, qui était important pour moi, que je puisse gérer mon emploi du temps, puisque dans un conservatoire, en général, on ne choisit pas où est-ce qu'on va être. On est muté dans une ville et on a des créneaux fixes en fait. Donc en chantant à côté, maintenant avec le podcast où je me déplace aussi, c'était quand même important pour moi d'avoir une liberté aussi bien pédagogique que d'avoir une liberté de me mouvoir et de mon emploi du temps. Tu disais que tu peux donc intervenir ponctuellement en fonction des demandes. Ça fait le lien avec la première conversation qu'on avait eue quand on s'est connecté. Donc, c'était au mois de février, c'était un petit peu avant la Saint-Valentin. Et tu me racontais qu'il y avait des hommes qui prenaient des cours avec toi déjà depuis quelques mois pour se préparer pour faire leur demande en mariage le jour de la Saint-Valentin. Oui, Alors j'ai trouvé ça drôle, insolite, touchant. Je n'aurais jamais imaginé effectivement pouvoir faire une démarche pareille auprès d'un coach vocal. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire par rapport à ça? Alors ça donne peut-être aussi toute l'étendue de ce que tu peux faire. oui, les demandes sont vraiment très, très variées. Et j'ai eu des demandes très insolites et j'ai vraiment rencontré des personnes, mais tellement différentes. C'est ça que j'adore. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir autant de demandes en mariage. Je me suis dit, mais waouh, il y a vraiment des hommes très romantiques. Alors, c'est pas toi qui as reçu les demandes en mariage. Dans ce que tu dis, je n'ai jamais eu autant reçu de demandes en Ah, mariage. j'ai dit ça, mon Dieu. Oh là là. Ah.
Oui, sérieusement, tu as eu beaucoup de demandes pour travailler. Alors, qu'est-ce qui te demande de travailler finalement? Alors, ça dépend vraiment des personnes. Donc, la plupart du temps, c'est des personnes, ce sont des hommes, hein. J'ai jamais eu de femmes. Les femmes, je les ai par contre beaucoup. J'ai beaucoup les futurs mariés qui veulent faire une surprise en chantant le jour du mariage. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup. Donc, ça, c'est plutôt vers avril, mai, juin où j'ai cette demande-là. Parfois, j'ai aussi d'autres personnes, la maman de la mariée, la cousine, la sœur qui veulent aussi chanter. Mais au niveau donc des futurs, enfin des hommes qui vont faire les demandes en mariage, c'est des personnes qui n'ont jamais fait de chant. Donc, ils viennent très souvent avec une chanson qui est en lien avec leur histoire de couple, qui est aussi parfois la chanson préférée de la femme qu'ils vont demander en mariage. Je dis ça parce que ça a toujours été des demandes hétéros pour les demandes en mariage, et par contre pour les mariés, non. J'ai déjà eu des mariés où c'était vraiment des couples de femmes. Donc, mais au niveau des hommes, ils préparent vraiment une surprise. Donc, en fait, ils ont besoin d'apprendre à chanter. Donc, très souvent, ils s'y prennent bien à l'avance. Donc, on fait quelques cours quand même, vraiment, pour apprendre à utiliser la voix. Et ensuite, on travaille sur la chanson. Alors, parfois, ils vont la chanter a cappella. Parfois, ils ont vraiment prévu des mises en scène avec des musiciens. Et très souvent, ils préparent carrément des voyages où ils vont demander la personne en mariage à l'étranger et on doit répéter avec les musiciens qui sont à l'étranger. Donc c'est vraiment merveilleux. Non, Oui, mais c'est dingue ce que oui. tu nous racontes. Et c'est marrant parce que j'en parlais avec une amie harpiste et elle me disait donc qu'elle est harpiste à Paris. Et elle me disait qu'elle aussi, en fait, elle avait beaucoup de demandes en mariage et qu'elle se gelait les doigts en bas de la tour Eiffel, notamment pour les personnes japonaises, américaines, qui font très souvent leurs demandes. Alors moi, c'est quelque chose, ben voilà, le jour J, j'y suis pas. Donc très souvent, parfois, on filme on fait quelques vidéos, comme ça, ils font un petit montage pour montrer tout le processus. Parfois, ils me demandent aussi d'enregistrer un petit mot pour la future mariée. Parfois, ils me la présentent après, mais c'est toujours des personnes que je n'ai plus à l'issue du coaching, hein. C'est vraiment dans cet objectif-là de faire une surprise tellement inattendue. Très souvent, voilà, ils veulent prendre confiance, faire le mieux possible. Mais voilà, moi, je suis pas avec eux le jour J. Par contre, ça m'arrive quand même très souvent de chanter aux cérémonies religieuses lors des mariages, très souvent en langue corse, quand l'un des deux conjoints est corse et que l'un des deux veut faire une surprise. Et là, par contre, le jour J, j'y suis et je vois les larmes d'émotion, etc. Oui, j'aime beaucoup hein, cette énergie d'amour à travers la voix. J'ai l'impression de découvrir pleinement ce que tu es capable de proposer comme service, accompagnement. Enfin, parce que tu n'as pas qu'une demande isolée, tu as l'air d'avoir quand même plusieurs demandes, enfin, d'être assez sollicité pour préparer ce genre d'événement. Je trouve ça très touchant de voir ces hommes se connecter ouais, à cette énergie-là et être dans... Oui, j'ai pas de mots en fait, je trouve ça beau. Oui, c'est vraiment beau et c'est touchant parce qu'ils viennent, ils sont très timides, ils n'ont jamais utilisé leur voix et ils me disent, voilà, j'ai besoin de prendre confiance et je vais me mettre à nu devant, en quelque sorte, hein, devant cette personne. Donc, si je le fais avec vous pendant un temps, ben, je me sentirai beaucoup plus à l'aise et c'est beau et c'est touchant Et tu disais, tu as des demandes insolites autres que celle-là? oui, bien sûr, il y a des demandes assez étonnante hein, au niveau de la voix. Ça peut être les orthophonistes, ça c'est très technique, hein, les orthophonistes en formation. Pour passer le concours, elles doivent déjà avoir une bonne utilisation de leur respiration. Pour certaines, on va leur demander de chanter. Donc ça va être obligatoire pour certains établissements. Donc on travaille de façon très spécifique là-dessus. Il y a des personnes qui viennent parce qu'ils n'aiment pas leur voix parler. Il y a des personnes qui viennent pour les conférences. Il y a des personnes qui viennent pour enregistrer. Il y a des personnes qui veulent aussi me demander, moi parfois de les... Oui, une demande un peu étrange que j'avais, c'était un monsieur, je m'en rappelle, pour l'anniversaire de sa compagne, il voulait que on enregistre, lui et moi, des chansons d'amour. Et je lui disais, écoutez, je pense pas que ce soit une bonne idée qu'on enregistre des chansons d'amour. Si j'étais votre compagne, j'apprécierais pas avec elle. Mais où je vous coach et vraiment, finalement, il a fait tout seul, mais à chaque fois, il me dit oui, mais ça serait bien qu'on le fasse ensemble. Je dis oui, non, mais pas ça. Parfois, il y a des gens hein, qui viennent pour travailler des chants pour les enterrements aussi.
Il y a des gens aussi parfois qui me demandent des télégrammes parce que je suis coach vocal. Ils me disent, mais oui, vous êtes coach, est-ce que vous pourriez venir vous déplacer sur le lieu de travail de ma sœur, mon ami, mon frère, et je voudrais lui faire une surprise avec une chanson. Ça, c'était vraiment quelque chose. Tu es Telegram musical. Oui, ça vraiment, c'est quelque chose. J'étais assez étonnée de cette demande. Après, il y a. Enfin, ce que j'aime vraiment, c'est l'étendue des demandes. Donc, il y a des gens qui vont venir pour du rap. Il y a des ados, il y a des adultes, il y a des enfants, il y a des chefs d'entreprise, il y a des chanteurs professionnels. Et c'est tellement varié. Il y a des retraités. Donc, l'approche, en fait, à chaque fois sera différente et je vais découvrir plein de personnes différentes à travers leur personnalité et leurs demandes. C'est vrai que là, comme ça me vient pas forcément. Je sais qu'il y a tellement d'anecdotes. Tu vois, c'est en t'écoutant dans tes podcasts et en discutant avec toi que je mesure combien il est précieux de pouvoir parler, de s'exprimer. Quand tu dis, voilà, il y en a qui viennent parce qu'ils n'aiment pas leur voix. Quand on arrive aussi à faire abstraction de ça, de j'aime ou j'aime pas ma voix, effectivement, de ceux qui ne sont pas en capacité de pouvoir le faire suite à un accident, un traumatisme ou une maladie. Enfin, comment dire, c'est comme la respiration, c'est comme bien d'autres choses en fait auxquelles on ne pense pas au quotidien et dont on ne mesure pas malgré tout et la chance que l'on a de pouvoir, utiliser sa voix sans difficulté. C'est ce qui nous relie au monde, c'est ce qui nous permet d'être en communication, d'exprimer nos besoins. Et c'est vrai que c'est vraiment en t'écoutant que j'ai pris conscience de ça. Oui, souvent on n'y pense pas. En fait, tant que tout va bien, on ne pense pas à notre voix. Et c'est quand on a un problème de voix. Donc moi, je travaille beaucoup avec les orthophonistes et les phoniatres en complément donc des rééducations ou suite quand les rééducations sont terminées avec des chanteurs ou des chanteuses qui ont eu des problèmes de voix, hein, des nodules, des œdèmes, des polypes. Enfin, il y a pas mal de choses hein, auxquelles on ne pense pas. Et pourtant, les métiers de la voix sont souvent confrontés. Et on n'en parle pas vraiment, c'est quand même assez tabou. Et puis aussi toutes les personnes qui ont perdu l'usage de leur voix suite à des accidents. Donc moi, j'ai longtemps travaillé pour les centres SAMSA en milieu hospitalier. Pareil, en complément du travail qu'ils avaient avec les orthophonistes. C'était un travail quand même très axé art-thérapie pour que ça soit plus ludique pour eux. Mais voilà, suite à des AVC, suite à des accidents de la route, il y avait des personnes hein, qui avaient perdu l'usage de leur voix et qui pouvaient seulement faire quelques sons. Donc c'est vraiment important de revenir à cette conscience de la voix comme la conscience du corps et d'avoir de la gratitude hein, pour de pouvoir parler, de pouvoir marcher. Et comment est-ce que on peut prendre soin de notre voix parce que il y a peut-être des activités professionnelles où on utilise notre voix, enfin elle est notre outil de travail et on peut la fatiguer, on peut l'abîmer. Comment est-ce qu'on pourrait la préserver ou en prendre soin? Alors, il y a des métiers qui sont plus à risque que d'autres. Moi, j'ai souvent des enseignants qui viennent par rapport à ça. Et maintenant, je sais que les mutuelles hein, des enseignants font de la prévention, leur offrent aussi des interventions, des stages. Ben, aussi tous les autres métiers où il y aura du bruit, ce qu'on appelle l'effet lombard en fait, hein. Dès qu'il y aura du bruit, on risque de forcer sur la voix. Donc là, il faut voir si on peut trouver des stratégies notamment en classe pour faire baisser le niveau sonore, ou est-ce que c'est plus intéressant dans ce cas-là d'apprendre à placer sa voix? C'est ce que j'apprends notamment parfois à des thérapeutes, hein, des sophrologues, des hypnothérapeutes qui ont mal à la gorge à la suite de leur journée, ou alors est-ce que selon ce qu'on fait, il vaut mieux pas carrément opter pour un micro? Là, je fais de la danse et j'ai ma prof de danse qui me dit qu'à chaque fois, elle met la musique assez fort, on est assez nombreuses, elle a mal à la gorge et je lui dis, mais prends-toi un micro, en fait. Tu peux pas parler aussi fort sur la musique voilà, tout en dansant. Donc, il y a vraiment des ajustements à faire et avoir une conscience de son métier, de son environnement. Donc, de parler à un volume qui soit toujours confortable, d'éviter de crier. Encore, si on a appris à soutenir, à placer sa voix, on peut, entre guillemets, crier comme un bébé hein, qui va crier, qui va pleurer, il va pas se fatiguer parce qu'il va engager tout le corps. Donc ça s'apprend. D'éviter aussi de chuchoter. Par exemple, si on a mal à la gorge, surtout, on ne chuchote pas. Quand on sent que sa voix est fatiguée, on évite les endroits bruyants comme les bars, certains restaurants, les boîtes de nuit. Donc c'est vrai que ça peut aussi être une contrainte hein, pour les gens dont la voix est le métier de se dire, bon, ben là, j'ai mal à la gorge, ce soir, je vais rester tranquillement chez moi, je vais pas aller dans un endroit, une soirée chez des amis où ça risque de fumer. Le tabac, l'alcool, c'est des choses qu'il faut éviter. Je sais que tu as un petit peu conscience de ce qui est bon pour la voix. J'ai vu dans la notice que tu m'as donnée pour te rejoindre pour cette interview, tu m'avais dit de prévoir un verre d'eau, d'éviter le café, et tout à fait.
Tout à fait, donc d'être bien hydraté, parce que si on boit, on va hydrater directement la muqueuse de la cavité buccale et du pharynx, et ensuite ça ira vraiment dans le système vasculaire et chaque tissu, voilà, sera hydraté jusqu'aux cordes vocales. Donc de boire 2 litres d'eau, de favoriser aussi l'alimentation, une alimentation saine avec beaucoup de fruits et légumes qui sont eux aussi riches en eau. Et puis de voir qu'est-ce qui nous fait du bien. On peut tenir un journal ou être attentif. Comment est ma voix quand je bois beaucoup de café? Quelle est ma tolérance? Combien est-ce que je peux en boire? Commencer avec les laitages, commencer avec le poivre. Moi, je sais que le café, je peux en boire un petit peu, mais pas trop. Les laitages, c'est vraiment à éviter. Commencer le thé, les boissons gazeuses. Donc vraiment d'être attentif. Donc après, c'est vrai que d'éviter l'alcool, le sucre, les boissons énergisantes, hein, c'est vraiment les conseils qu'on connaît tous, hein. Le corps aussi, de prendre soin de notre corps, hein, ça va jouer sur notre voix. Donc si on a par exemple une prise de parole, si on peut faire un petit shaking ou danser ou faire un peu de yoga. Si on a déjà appris, on peut faire quelques exercices quelques vocalises, quelques jeux vocaux. En fait, on va venir chauffer et la voix et le corps. Et si on chante, d'être attentif à choisir des morceaux qui sont adaptés à notre voix. Et surtout, si on que ça fatigue, de vraiment s'accorder un temps sans parole, un temps où on va récupérer. Et c'est vraiment important hein, voilà, de mettre la voix au repos. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent aider, notamment les inhalateurs, donc de mettre des huiles essentielles ou de l'eau chaude. Il y a maintenant aussi les nébulisateurs hein, qui vont vraiment pénétrer plus profondément. Et puis un petit foulard aussi pour protéger la gorge quand il y a des changements de température. C'est pas forcément prouvé, mais moi je trouve que vraiment le foulard, c'est quand même pas mal aussi. Je rebondis sur ce que tu étais en train de dire. Moi, j'ai travaillé pendant 17 ans en gériatrie. Tous mes résidents et patients n'étaient pas atteints de surdité, mais effectivement, un certain nombre avaient quelques difficultés à nous entendre correctement. Et je crois que petit à petit, j'ai pris l'habitude de parler très fort parce qu'en voulant m'ajuster pour qu'ils me comprennent, je pense que je me suis mise à parler beaucoup plus fort que, tu vois, ma voix parlée habituelle. Et en fait, moi, je me rends pas forcément compte, mais souvent dans mon entourage, on me dit, mais, mais parle moins fort. Et je me rends pas compte de mon niveau sonore. Et je pense, tu vois, que c'est une espèce de déformation professionnelle d'avoir voulu me faire entendre et comprendre auprès des résidents et d'avoir, comment dire, modifié ma voix à force de, tu vois, peut-être d'avoir trop forcé. Et tu dis qu'on peut aussi à nouveau revenir à sa voix, enfin je fais le lien à ce que tu disais au tout début de l'interview, revenir à sa voix en le travaillant. Exactement, en travaillant, en prenant des textes par exemple et en les lisant avec une voix plus douce, avec un volume sonore moins élevé et puis aussi en s'amusant à jouer avec les curseurs d'intensité, en faisant des jeux vocaux par exemple où tu vas aller très fort, très doucement, en chantant des chansons et en variant vraiment les intensités. C'est quelque chose qu'on peut travailler et surtout si tu en as pris conscience et surtout si c'est un désir que tu as, parce que si ça te dérange pas et que ton entourage se sent pas agressé, parce que moi souvent les gens qui parlent fort, très souvent, c'est des personnes qui viennent qui sont avocats et ils me disent: «Voilà, ça me sert bien, pour plaider, mais mon entourage me dit qu'ils se sentent agressés quand je parle» et donc on va le travailler vraiment, par les médias qui seront les plus propices, en fait, à leur personnalité, à ce qu'ils aiment pour que ça reste un plaisir. Donc en fait, il faut trouver la façon, avec un coach qui te correspond le mieux, mais on peut complètement, travailler sur la puissance, hein, de la voix et puis il y a beaucoup de gens qui viennent, hein, dans la démarche inverse, c'est: «On ne m'entend pas, ma voix ne porte pas» et là aussi ça se travaille et puis il faut voir aussi si c'est quelque chose qui nous pose vraiment problème ou pas. Moi, ça l'est pas, mais c'est vrai qu'on a pu me renvoyer à plusieurs reprises, chut, enfin, parle moins fort. Et donc, je me disais, mais je me rends pas compte alors de mon niveau sonore. Alors après, c'est moi qui ai fait le lien avec ma précédente activité, mais je me suis posé la question effectivement si ma voix n'avait pas été déformée par mon activité précédente et que au quotidien, finalement, je me rendais pas compte de comment est-ce que je peux parler fort alors que moi, j'ai l'impression de parler normalement. Oui et aussi souvent quand on travaille avec des personnes âgées, on a tendance à surarticuler. Donc ça, Oui. c'est pas mal, hein, pour qu'ils comprennent effectivement sans avoir à parler fort. C'est plutôt ça, hein, la stratégie, c'est de surarticuler, mais pas forcément de parler fort. Ouais, ouais, tout à fait. Oui, donc ça dit combien on peut moduler notre voix, comment est-ce qu'on peut enfin, la façonner. Oui, en fonction de ce qu'on fait. Donc là, toi, ton environnement professionnel a vraiment eu une influence sur ta voix parlée. Ça serait intéressant de voir s'il n'y a pas des enregistrements ou de demander à
tes proches qui t'ont connu avant ton travail, de savoir s'il y a une différence ou pas dans ta voix. Ça, je suis pas certaine qu'il puisse y avoir des avant-après. Mais moi, je l'ai remarqué avec des personnes qui venaient me voir et qui s'occupaient, souvent ils étaient fils ou filles uniques, et ils s'occupaient de leurs parents qui devenaient âgés. Et ils me disaient qu'ils parlaient plus fort parce qu'ils s'adressaient à leurs parents. Donc justement, on essayait de voir ensemble pour d'autres stratégies, mais ils l'avaient remarqué, leurs parents qui entendaient mal. En tout cas, oui, c'est un sujet qui est passionnant. Et d'autant que, ben, comme toi, voilà, toutes les deux, on utilise aussi notre voix dans le podcast, puisque tu as créé un podcast. Et c'est comment si on apprend peut-être à poser notre voix, c'est-à-dire que c'est aussi tout un travail. Comment est-ce qu'on gère notre respiration? Comment est-ce qu'on pose notre voix? Est-ce qu'on parle doucement? Est-ce qu'on parle de manière plus ralentie? À quel moment est-ce qu'on fait des silences, des pauses? Oui, c'est intéressant. Maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui enregistrent leur voix avec les podcasts, avec les réseaux sociaux, les lives. Donc, les gens entendent leur voix. Ils ont des retours. Eux-mêmes sont étonnés de voir comment est-ce qu'ils parlent et comment est-ce qu'ils parlent quand ils sont seuls, comment est-ce qu'ils parlent quand ils sont en réaction aux autres, comment est-ce qu'ils parlent en fonction des sujets. Est-ce que d'un coup, on va parler plus vite, qu'on va hésiter sur certains mots? Et en fait, il y a beaucoup de choses qui vont passer sur la voix qui sont intéressantes aussi par rapport au message. Et c'est vrai que oui, j'avais très envie de créer un podcast dédié à la voix, puisque ça n'existait pas. Et je me disais, c'est dommage, moi qui adorais écouter beaucoup de podcasts comme le tien, que j'aime beaucoup. J'écoutais beaucoup de podcasts sur la spiritualité, le développement personnel, et je trouvais qu'il y avait beaucoup de podcasts qui donnaient la parole aux thérapeutes. Et je trouvais ça vraiment précieux d'entendre leur parcours. Et je me disais, mais c'est dommage, il n'existe pas la même chose pour les chanteurs, pour les artistes. Et pendant longtemps, je me disais, mais c'est dommage, j'aimerais bien l'entendre. Et j'ai fini par me décider à le créer. Oui, parce que tu as combien d'épisodes aujourd'hui à ton actif? Une centaine. J'en ai enregistré une centaine. C'est vrai que c'est assez varié. Donc, il y a des chanteurs, il y a des scientifiques, il y a des coachs. Et au début, moi, je me suis vraiment rappelé, lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais une adolescente, c'est que j'essayais de comprendre ma voix. Je me posais 1000 questions. Et j'avais besoin de comprendre, alors je cherchais dans les livres. Moi, j'habitais en Corse, j'avais une seule prof de chant disponible dans ma région. C'est pas comme maintenant, c'est pour ça que j'adore notre époque. Il y a beaucoup d'informations qui est disponible. Et je pensais à toutes ces personnes aussi voilà, qui sont dans des attentes de réponses. Et j'avais vraiment envie de montrer qu'il n'y avait pas qu'une seule réponse, qu'il y en avait plein, donc à travers plein de témoignages, à travers plein de thématiques abordées. Et j'ai été très étonnée en fait des retours que j'ai reçus, et ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce que je vois au niveau des artistes, ce qu'ils me disent, c'est que ça leur amène vraiment du soutien, de l'inspiration, et que ils ont l'impression de faire partie, entre guillemets, d'une communauté artistique parce que ils vont entendre un autre artiste qu'ils aiment, qui a dit à peu près les mêmes choses qu'eux. Ils vont rechercher aussi l'inspiration, des conseils et un sentiment d'appartenant. Tandis que les coachs et les thérapeutes, j'avais conscience qu'ils voulaient, mais puisque moi-même je le suis, toujours élargir leurs connaissances et se former. Par contre, j'avais pas pris conscience à quel point certains se sentaient isolés. Et grâce au podcast, ils m'ont dit que voilà, ils avaient trouvé un peu comme une petite communauté, et que ça avait vraiment permis de les mettre en lien, en réseau. Et moi, c'était quelque chose que je faisais déjà naturellement dans le sud de la France parce que j'adore me former. Une fois que je me suis formée avec quelqu'un, mais j'en parle aussi parce que moi, je retransmets ce que j'ai à retransmettre, mais je reste quand même une coach vocale généraliste. J'ai pas envie de faire une seule technique. Et par contre, parfois, je propose aux personnes qui viennent me voir, mais tiens, si tu veux faire de l'improvisation vocale, va voir telle personne. Si tu veux faire du chant saturé, va voir telle personne. Si tu veux voir plus dans le détail, la méthode Alexander, va voir telle personne. Donc, je mettais déjà beaucoup les gens en lien, mais à plus petite échelle. Et c'est vrai que ça m'a vraiment fait plaisir de le faire voilà, avec Internet. Donc, ça englobe vraiment la francophonie. Donc voilà, ça me rend vraiment, vraiment heureuse, et de savoir que ça peut soutenir et inspirer les personnes, et notamment les scientifiques. Les scientifiques, ça, j'avais pas du tout pris en compte. C'est-à-dire, comment est-ce que tu les aides? Alors, les orthophonistes, les phoniatres, les médecins, en fait, ils m'écrivent souvent pour me dire, ou ils me le disent quand on se rencontre, que le podcast les aide à mieux comprendre les besoins et les demandes des chanteurs et ce que vivent les chanteurs. Ça, j'avais pas pensé que ça pouvait être intéressant pour eux à ce niveau-là. Moi, je pensais vraiment aux chanteurs, aux coachs vocaux qui avaient besoin d'informations, mais je pensais pas aussi que les scientifiques pouvaient avoir besoin d'un autre type, pas forcément d'informations, mais plus de
quels sont leurs besoins, quelles sont leurs façons de penser, quels sont vraiment leurs quotidiens, quels sont leurs questionnements. Et qu'est-ce qu'ils en font? Ils accompagnent, alors de ce qu'ils me disent, c'est qu'ils les accompagnent mieux dans la prise en charge des troubles de la voix. D'accord. Ça a été vraiment une découverte assez récente parce que au début, c'était la première année, maintenant c'est la troisième année, donc j'ai plus de retours et je vois vraiment un petit peu ce qui se dessine et quels sont les besoins en fait des personnes qui écoutent. Moi, j'avais tout fait en partant de moi et des personnes que j'accompagnais, mais là, ça me permet de voir à plus grande échelle quels sont les besoins des personnes. Oui, parce qu'en fait, enfin, tu proposes des épisodes qui sont vraiment différents. C'est-à-dire que tu en as où tu vas donner des conseils, tu vas décortiquer. Toi, je t'ai vu, quelle était C'était une vidéo avec Camille Lelouch, je crois, où tu décortiques, où tu expliques plus techniquement peut-être aussi comment est-ce qu'elle chante, comment est-ce qu'elle place sa voix, comment. Alors ça parle peut-être beaucoup plus aux chanteurs, enfin aux gens plus Oui, aguerris. alors ça, c'est Effectivement. quelque chose que j'ai fait qu'une seule fois, qu'on m'avait demandé de Ah, faire. Oui, d'accord. alors ça a très bien marché, mais moi, ça m'a pas plu. Autant ça, c'est le genre de choses que je vais faire avec quelqu'un quand il va me poser des questions en me faisant écouter cette chanson. Ah, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Je vais le faire. Par contre, me filmer toute seule devant une caméra, je m'ennuie. J'aime être en contact avec les gens et j'aime le retour immédiat en fait. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec qui interagir et moi apprendre de cette personne et pouvoir peut-être dire quelque chose moi aussi à la personne. Mais décortiquer toute seule devant une caméra, on me l'avait demandé, je l'ai fait une fois au début et c'est pas mon truc. Il y en a qui le font très très bien et voilà. Tu es plus à l'aise et ton terrain de jeu, ce sont les interviews. Oui, oui, et j'aime quand il y a quelqu'un en face en fait, hein. J'aime interagir avec la personne. Et c'est vrai qu'il y a des épisodes qui sont très techniques, par exemple. Il y a des épisodes vraiment sur le fonctionnement de la voix, mais il y a toutes les thématiques. Il y a par exemple le périnée et la voix avec Sab Santé qui est kiné. Il y a la voix dans l'hypnose. Il y a eu la voix pour la Saint-Valentin, les préférences en lien avec la voix. En fait, j'essaye de toucher un petit peu tous les sujets qui traitent de la voix. Et puis j'essaye aussi d'inviter des artistes et des coachs que j'aime, qui ont des choses à apporter, et puis aussi qu'on me demande. Et on n'est pas obligé d'être comment dire, dans le domaine artistique ou d'être professionnel pour t'écouter. C'est-à-dire que quand tu parles du périnée et de la voix, c'est des choses qui peuvent nous parler sans forcément, voilà, tenir un micro, enfin être sur scène ou ton podcast. Ouais, il est dédié, enfin, au tout venant aussi. C'est-à-dire que tu peux aussi sensibiliser et apporter des connaissances sur le fonctionnement de notre voix. Oui, j'essaye de trouver des mots simples et que ce soit toujours facile et accessible. Après, il y a certains épisodes, effectivement, qui seront plus techniques, mais après, il y a aussi beaucoup de coachs et de thérapeutes qui m'écoutent, des coachs de vie, parce qu'il y a quand même beaucoup d'épisodes qui sont liés sur le bien-être, la préparation mentale. Donc, il y a plein de métiers auxquels on ne pense pas qui accompagnent les artistes. Les artistes, c'est un peu comme des sportifs de haut niveau et ils ont besoin un préparateur mental, d'un coach, d'un hypnothérapeute, d'un sophrologue. Et je trouve ça très intéressant d'interviewer aussi ces personnes-là et que ces personnes-là donnent des clés. Et si on est orateur ou chanteur, oui, ça peut nous parler directement, mais je sais qu'il y a des personnes qui écoutent et ce ne sont pas leur métier, mais ça va quand même les inspirer parce qu'ils vont pouvoir le transférer. Oui, ou il suffit d'être un tout petit peu curieux et puis voilà, de prendre un petit peu le temps de découvrir et de se sensibiliser surtout, tu vois, c'est vrai que quand on prend pas conscience, peut-être que ça peut aider justement à prendre conscience pleinement de qui on est. On parle peu de la voix Oui, jusqu'à présent. Je m'en préoccupais peu, tu vois, pour ma part. J'ai eu pris quelques cours de chant, mais sinon, je m'en préoccupe pas plus que ça. Et on est plus interpellé quand on perd sa voix, comme toi, j'ai eu des angines à répétition. Il peut m'arriver parfois de perdre ma voix et d'être complètement aphone. Et c'est là où, effectivement, tu viens prendre conscience que, mince, c'est quand même pas rien que de perdre sa voix. Ou peut-être que c'est ça aussi, c'est prendre conscience de cette voix que qui est l'on a fragile. ouais, et qui est fragile, en fait. Mm. Et pas uniquement en tant que chanteur. Tous les métiers qui utilisent leur voix, si, voilà, si tu n'as pas de voix et que tu reçois des clients, que tu dois parler toute la journée, c'est très compliqué, très handicapant, très désagréable, donc, c'est beaucoup, beaucoup de métiers. Je ne sais plus quel est le taux. Je crois que c'est 70%, mais je dis peut-être des bêtises, mais des métiers qui utilisent leur voix entre les enseignants, les thérapeutes. Il y a vraiment beaucoup de métiers dont la voix vraiment est partie prenante. Hmm. Tu es formé notamment au breathwork. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cela consiste et comment est-ce que toi tu l'utilises dans tes accompagnements? Alors, le breathwork,
C'est une technique de respiration connectée. Ça veut dire qu'on va respirer sans interruption. Donc, quand on pense respiration, on peut penser relaxation. Non, le breathwork, c'est pas du tout quelque chose en mode relaxation. Il y a toute une partie vers la fin qui va être effectivement beaucoup plus relâchée et on va être dans l'accueil et on va respirer tranquillement. Mais par contre, le breathwork, ça va être plutôt un effort physique en lien avec le souffle, hein. Donc, on va respirer. Il y a deux façons, on va dire, il y a deux grandes écoles. Moi, j'aime les deux, je fais les deux, où on va respirer, c'est-à-dire on inspire, on inspire, on expire, ou alors sur 3 temps, on va faire inspire inspire plutôt au niveau épigastrique en élargissant la taille et inspire plutôt au niveau thoracique et expire. Donc sur 3 temps, ça va faire. Donc au tout début, il y aura un petit temps d'ancrage, ça peut être de la cohérence cardiaque, ça peut être une petite méditation en respirant, et ensuite, on va lancer cette respiration connectée sans aucune interruption, hormis des interruptions d'apnée. Et là, ce qu'on va ressentir dans les apnées, ça va être assez incroyable, on va avoir l'impression de flotter. Et donc, pendant ce temps, qui peut être entre 30 et 50 minutes hein, de respiration active, hein, qui sera ensuite suivi d'un temps où on respire tranquillement et on laisse intégrer, on laisse les informations, les sensations venir. Il y aura une musique la plupart du temps. Donc, soit je le fais avec un musicien et il y a aussi tous les avantages et les bénéfices hein, de la sonothérapie, puisqu'il y a beaucoup d'instruments qui vont être utilisés. Soit c'est des musiques qu'on a enregistrées nous, soit ça peut être aussi des playlists hein, que je crée par rapport à la personne. Et on va se servir de la musique pour faire vraiment des cycles respiratoires, donc sur des rythmes différents. Et on va amener la personne à partir dans un état de conscience modifié, donc grâce au souffle hein, qui va provoquer, on va dire, oui, on va être essoufflé, donc on va être dans quelque chose de maîtrisé, mais on va être très vite dans quelque chose, on va lâcher le mental et ça, c'est assez incroyable. Je pense qu'on expérimente vraiment, vraiment le lâcher prise. C'est très dur de parler du breathwork, il faut vraiment l'expérimenter et Hmm. chaque expérience est différente. Et donc, quand on est dans cet état de conscience modifié, je vais pouvoir amener la personne, soit la laisser assez libre et respirer avec elle et la guider aussi en parlant, et aussi en chantant si besoin et dans la phase d'intégration, soit la personne va venir vraiment avec des envies, des besoins, des problématiques. Donc il y a des gens qui viennent pour préparer justement leur prise de parole, se connecter à la confiance, on va visualiser, on va donner des informations, à quoi ressemble le lieu, qui seront les personnes sur scène, et on va être vraiment dans cette visualisation-là, et la personne, ça va l'aider à manifester et à lâcher ses peurs. S'il y a des craintes, il y a beaucoup de choses qui ont été stockées dans le corps. Très souvent, la personne va le relâcher en pleurant. Très souvent, hein, les gens pleurent. On va libérer beaucoup de choses. Et il y a aussi des personnes qui viennent parce qu'ils ont des maladies inflammatoires. Donc, ça aide énormément à ce niveau-là. Il y a des personnes qui viennent parce qu'ils ont envie et besoin de le faire parce que ça leur fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Il y a des gens qui viennent aussi hein, pour manifester des projets, pour se sentir guidés, accompagnés. Donc, c'est quelque chose, si on l'a déjà fait avec quelqu'un, on peut continuer à le faire tout seul. Mais souvent, les gens ils ont pas forcément le courage de le faire tout seul, hein, parce que c'est quelque chose, ça demande beaucoup d'engagement, donc d'engagement envers soi-même, hein, d'aller jusqu'au bout du breathwork, parce que ça peut paraître compliqué de respirer aussi longtemps. Et puis, on va avoir énormément de sensations dans le corps, des sensations qui vont varier hein, selon tout à chacun. Mais en fait, le souffle modifie le taux d'oxygène dans l'organisme. Et donc, ça va impacter l'état fonctionnel du système respiratoire et notre état émotionnel. Donc, il y a des gens qui vont rire, qui vont rire, qui vont rire. Et ils vont sentir aussi hein, des changements au niveau du système nerveux, au niveau du rythme cardiaque. Donc, c'est pour ça que c'est pas non plus pour tout le monde, hein. Il y a des personnes qui ne peuvent pas le faire, en fonction de leur état de santé. Il y a des gens qui m'ont dit: «Oh là là, mais c'est incroyable, j'avais l'impression d'être momifiée, j'avais l'impression de flotter, j'avais l'impression d'être clouée au sol», parce qu'on ressent plein de choses dans le corps. On peut ressentir des picotements, on peut avoir vraiment, en fait, une sensation, d'hyper-connexion, avec soi-même, puisque, bah, il y aura l'augmentation du niveau d'oxygène. Ça va faire diminuer, les niveaux de dioxyde de carbone et vraiment, on va être dans cet état de conscience qui va aider à être pleinement en phase avec soi-même et souvent, on va avoir des flashs, on va avoir des envies, on va avoir l'impression à la fin de savoir vraiment
d'y voir clair, de savoir vraiment ce qu'on veut ou d'être plus confiant. Je sais qu'il y a des chercheurs qui ont fait des diagrammes des ondes cérébrales pendant une séance de breathwork et on voit que le rythme cérébral change et que des ondes bêta qui sont activées dans notre vie quotidienne, quand on réfléchit, quand on est en train de travailler, eh bien, on va passer en onde alpha ou même en onde θ. Donc, on va être beaucoup plus détendu et en même temps dans un état de vraiment beaucoup plus grande réceptivité. Et moi, je sais que les chanteurs aiment beaucoup le breathwork parce qu'on va vraiment travailler sur la respiration et sur le diaphragme. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille de toute façon en général en coaching avec les chanteurs. Avec les gens qui ne sont pas chanteurs, certains breathwork peuvent être trop compliqués. Il faut mieux aller par exemple sur du rebirth, ça sera plus facile pour eux. Mais en tout cas, c'est excellent, notamment pour toutes les personnes qui ont souvent des nœuds au niveau du plexus solaire. Moi, je sais que j'ai des ostéopathes qui ont des patients et puis me les envoient après parce que ils disent, voilà, vous venez dans mon cabinet, on travaille sur le diaphragme, mais de par votre rythme de vie, de par vos habitudes, ça va revenir. Donc à côté, essayez de faire quelque chose où vous allez travailler la respiration, ça peut être du chant. Le chant va plutôt ralentir le rythme cardiaque, tandis qu'en breathwork, en tout cas sur la phase active, on va plutôt l'accélérer. Et voilà, on respire seulement environ 30% de notre capacité respiratoire, alors qu'on a 70% des toxines qui sont éliminées par les poumons. Donc là, en breathwork, on vient vraiment faire un grand, grand, grand nettoyage. Et au niveau du corps, les sportifs de haut niveau, les danseurs en font beaucoup. Moi, j'ai des personnes qui viennent notamment pour ne plus avoir de courbatures après. Ça enlève vraiment, vraiment les courbatures, surtout si on le fait dans des bains d'eau glacée. Donc ça, c'est la méthode Wim Hof. On peut aussi le faire dans des bains d'eau chaude. On peut le faire aussi juste sur le sol, sur un tapis. Il y en a qui le font aussi assis. Mais ça va aussi aider la performance, l'amélioration de la performance et la récupération physique, elle sera beaucoup plus rapide. Donc, c'est vraiment, vraiment, moi, une pratique que j'adore. Oui, et c'est une pratique à part entière, c'est-à-dire que là aussi, le champ comment dire, d'intervention est très large. C'est-à-dire que Ah oui, parfois je vais le faire en entreprise, pour des personnes qui sont stressées. Donc, on va faire tout un atelier en lien avec le stress et on va faire du breathwork. Donc, c'est des gens qui n'ont jamais entendu parler du breathwork, donc ils ne savent pas à quoi s'attendre. Enfin, j'ai quand même fait passer une fiche pour vérifier que tout le monde est apte à les conditions physiques et mentales pour le faire. Mais parfois, voilà, c'est des gens qui ont l'habitude d'en faire et qui ont envie de pratiquer dans un thème précis, c'est leur envie. Il y a des gens aussi qui ont très peur parce qu'ils ont peur de faire une sortie de corps, ils ont peur de tomber dans les pommes. Et puis il y a des gens qui découvrent complètement parce que c'est leur employeur qui leur a proposé ça. tu es sollicité par des entreprises pour mener des ateliers spécifiquement là-dessus. Oui, alors en fait, moi j'ai jamais communiqué là-dessus. Moi à la base, ça a vraiment toujours été la voix. Mais comme je voyais bien qu'il y avait des limites à ce que je pouvais faire, et très souvent je disais aux personnes, ça suffira pas. Essayer de voir un thérapeute en plus, essayer de voir un psychologue, essayer de voir un hypnothérapeute, un sophrologue, etc. Peu à peu, j'ai voulu vraiment élargir ce que je pouvais proposer pour vraiment mieux accompagner. Et tout simplement, ce qui s'est toujours passé pour moi, c'est que au niveau des entreprises, c'est presque toujours les entreprises des personnes que j'ai en individuel ou leurs conjoints, leurs conjointes. En fait, c'est vraiment le bouche à oreille ou le dénominateur commun. À la base, en général, ça a été la voix. Ça s'est fait comme ça. Donc, par exemple, un cabinet d'avocats, breathwork. C'est assez marrant parfois. Les personnes. Après, il y a aussi il y a des compagnies aussi qui font appel à moi, des compagnies artistiques, des compagnies de théâtre, des compagnies de danse, parce que ça les intéresse de travailler autrement sur le corps et sur le mental. Alors, les comédiens, ça part très vite dans l'imaginaire, ça c'est génial. Et les danseurs, ça va être vraiment dans le corps, et puis ils ont une hyper concentration. Donc, c'est très intéressant de travailler avec des personnes différentes et de voir ce qui en ressort. Là aussi, tu viens explorer le champ de la respiration. Et comme la voix et comme tout un tas d'autres fonctions, on ne s'en préoccupe pas. Et malheureusement, bien souvent, on ne respire pas non plus correctement. Donc, il y a tellement de choses à découvrir, à expérimenter. Ah, ça joue tellement sur le bien-être, le souffle. Et moi, je m'en rendais compte parce qu'en fait, à la base, je suis asthmatique. Donc, j'ai toujours eu des problèmes de souffle. Et même en chantant, c'était horrible parce que je devais souvent accélérer les tempos quand j'étais une jeune chanteuse. Il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, le soutien ou la poggio. Et en fait, quand je chantais, parfois, voilà, je perdais ma voix à cause d'un mauvais accolement entre mes cordes vocales parce que j'envoyais trop de débit d'air. Et voilà, j'arrivais pas à aller au bout de mes phrases. J'étais asthmatique, j'étais allergique à tout. Donc j'ai vraiment cherché tout ce qui existait en pratique de souffle. Et d'ailleurs, pendant longtemps, tant que je travaillais le souffle,
j'arrivais vraiment à l'augmenter en faisant des exercices d'augmentation pulmonaire. Et quand je mettais la voix, par contre, c'était pas encore synchronisé. Mais par contre, j'étais étonnée parce que moi, j'ai commencé à partir de 12 ans à faire ces exercices-là. Je savais pas tout ce qu'il y avait derrière comme bien-être, comme bienfait. Donc je me dis, ah, c'est marrant, quand je fais ça, je me sens plus calme. Quand je fais ces exercices de souffle, ensuite, j'ai des intuitions. Enfin, il y avait plein de choses que j'avais pas encore mis en corrélation parce que pour moi, c'était vraiment en lien avec ma pratique du chant. Et c'est ça, en fait, vraiment le souffle, c'est incroyable. Et moi, avec le breathwork, je sais que je n'ai plus du tout d'allergie. J'ai plus d'allergie saisonnière, j'ai plus d'asthme. Enfin, ça a été vraiment radical. Et même des douleurs que j'avais physiquement, je ne les ai plus. Après, je dis pas que c'est la seule pratique valable au monde, pas du tout. Mais en tout cas, pour moi, c'est une des plus efficaces sur moi. Oui, c'est comme si c'était venu guérir Mm. ce que Oui, tu oui, oui, avais. Mhm. ça aide et ça fait beaucoup de bien. Et il y a des personnes qui le font aussi avant leurs règles, hein, pour les femmes, pour les syndromes prémenstruels. J'ai aussi des personnes qui ont des fibromyalgies ou des personnes qui ont certaines maladies inflammatoires et ça leur fait beaucoup de bien. Comme quoi, on a véritablement tout en nous, hein. C'est ça qui me plaît vraiment dans le breathwork, c'est de me dire que c'est naturel et que c'est moi qui le crée et sans prendre de substance ou quoi que ce soit. Et j'aime beaucoup, oui, cette idée de se dire qu'on a tout en nous. Et oui, oui, on est capable de, peut-être entre guillemets, de se rendre malade et à la fois de se guérir de ces maladies ou du moins de venir s'apaiser. Enfin, tu dis bien, oui, l'état de détente que ça peut procurer, d'apaisement ou d'accès à une conscience. Tu dis, voilà, c'est aussi se connecter à quelque chose peut-être de plus grand que soi, Exactement. Donc ça, je l'ai dans le breathwork. Et il y a aussi les personnes en chant. Parmi voilà, les demandes, tu me demandais tout à l'heure, ça ne me venait insolite. pas. Insolites. Il y a les personnes qui viennent parce qu'elles ont envie de faire du chant intuitif, du chant vibratoire. Il y a des personnes qui sont énergéticiens, énergéticiennes et qui ont envie d'accompagner autrement en faisant des soins avec la voix. Il y a aussi des personnes qui me disent, j'ai l'impression, je sais pas, c'est tout nouveau, j'ai jamais chanté de ma vie. Maintenant, j'ai plein de mélodies qui me traversent et je ressens des choses. J'ai l'impression d'être un canal. Et il y a des personnes justement qui viennent pour se connecter à autre chose, à plus grand que soi. Oui. Et peut-être que ces pratiques-là permettent aussi de se connecter à ça. C'est-à-dire que spontanément, peut-être on n'a pas de connexion au sacré, enfin, ou à l'invisible, à Dieu, à la source. Enfin, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler, comment tu le nommes, mais par les pratiques que tu proposes aussi, ça permet justement de pouvoir se connecter à tout ça. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai aussi beaucoup de gens qui viennent pour faire du chant religieux. Du chant d'église, oui, oui, il y a des gens qui viennent beaucoup pour le chant d'église. Et c'est marrant parce que moi, c'est pas du tout quelque chose sur lequel hein, je communique, mais j'ai énormément chanté quand j'étais enfant en Corse. J'allais beaucoup à l'église. On a encore, il y avait beaucoup à mon époque hein, les chants en latin et les messes en latin et en corse avec les chants que je trouvais assez jolis. Puis j'aimais vraiment cette sensation en fait hein, d'unité, de ferveur, d'être tous ensemble reliés. Donc ça peut être à Dieu, ça peut être à l'amour, ça peut être à plein de choses. Mais j'aimais beaucoup ressentir ça quand j'étais enfant, ça me faisait énormément de bien. Et, euh, et c'est marrant, j'ai des gens qui viennent effectivement en chant protestant, évangélique, catholique, voilà, pour l'Église et même parfois aussi pour travailler la voix parlée pour, euh, pour le prêche du dimanche. Quelle diversité C'est ça. entre les demandes de mariage, les demandes en mariage, les chants religieux. Oui, tout à l'heure, c'est que ça me venait pas. Je sais qu'il y en a beaucoup, forcément. Mais c'est marrant parce qu'au niveau du religieux, parfois les gens du religieux et du vibratoire, parfois les gens ont un peu honte. Donc, ils viennent faire quelques séances et au bout de quelques séances seulement, ils me parlent de leur vrai désir. Ils ont peur de te demander franchement de travailler sur des chants religieux. Enfin, qu'est-ce qui, à ton avis, Oui, fait que... religieux ou vibratoire, je pense que comme on est dans une société qui est très très laïque, peut-être qu'ils ont peur hein, de passer pour quelqu'un d'étrange, de bizarre, de venir imposer peut-être l'espace de quelques chansons leurs croyances. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué, ils sont assez peu nombreux à m'en parler de suite. Bon, alors à partir d'aujourd'hui, soyez libre dès la première séance de pouvoir adresser votre demande à Clémentine. Quelle est la raison d'être de ton activité? Alors c'est vrai que j'en ai plusieurs d'activités. Après, elles se rejoignent quand même beaucoup. Elles se rejoignent entre elles, puisque c'est la voix, on va dire, hein, le dénominateur commun entre les activités que j'ai. Mais si je devais dire ça, alors attends, c'est pas évident quand même comme question. Euh,
Le pourquoi. Ouais, le pourquoi, hmm, je dirais que vraiment j'ai envie de transmettre en fait, de transmettre et de véhiculer comme message aux personnes d'être authentiques en fait avec qui ils sont, avec leurs envies, avec l'acceptation d'eux, à travers la voix et à travers l'identité. Et pour moi, vraiment, ça va de pair quand même avec la connaissance. Je pense la connaissance de soi, l'exploration de qui on est, de nos croyances, de notre corps instrument aussi pour les chanteurs, et puis pour d'autres aspects, et aussi la connaissance de tout ce qui est à notre portée, de tout ce que les autres personnes peuvent nous proposer, peuvent nous amener. Donc il y a vraiment la transmission et l'épanouissement personnel. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé vraiment ou en ces termes-là, mais je t'ai entendu dire que tu utilisais la voix comme média dans le cadre aussi de l'art-thérapie, enfin, que tu l'utilises aussi vraiment comme, enfin, comment dire, que tu la mets au service aussi, attention aux mots qu'on emploie, je vais dire de la guérison, mais en tout cas, tu as un outil aussi de travail que tu mets au service de maladies. Tu disais combien tu avais pu aider ceux qui avaient perdu leur voix, enfin, quand tu travaillais dans le SAMSA, enfin, tu as aidé. Oui, la demande, hein, c'était art-thérapie par la voix, C'était effectivement. ça, c'était aussi Oui, clairement c'était clairement défini. Ouais. défini, et c'était leur demande en plus, hein, c'est eux qui sont venus me chercher pour ça. Mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout en fait à cet aspect-là, parce que moi, la voix, pour moi, c'était un outil, en fait, c'était quelque chose au début, effectivement, qui a été thérapeutique pour moi, qui m'a fait du bien, mais j'étais dans une démarche de travail sur ma voix en tant que chanteuse, et aussi en tant que personne hein, qui coachait, qui transmettait, de mieux répondre aux demandes techniques. D'ailleurs, au début, j'avais essentiellement des chanteurs lyriques, donc on était encore dans quelque chose d'assez technique. Et petit à petit, quand moi j'ai arrêté le lyrique et que j'ai voulu m'ouvrir justement à d'autres techniques et d'autres méthodes, j'ai été très surprise. Donc, parce que par exemple, le chant musique actuelle est beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible, beaucoup plus de gens s'autorisaient à venir prendre des séances. Et j'étais très étonnée de voir les gens pleurer en fait en plein milieu de la chanson et d'exprimer leurs émotions et de me dire mais cette chanson, elle me rappelle tellement de souvenirs, et de comprendre avec l'histoire aussi parfois de la chanson qu'est-ce que vivait la personne. Et c'est vraiment quelque chose auquel moi je ne m'attendais pas en fait, que la voix se soit aussi reliée en fait à notre état émotionnel. J'en avais pas conscience. Et c'est vrai que la voix, c'est aussi vibratoire, hein, puisque ça fait vibrer tout le corps, encore plus quand on chante que quand on parle. Et ça amène à une connaissance hein, de soi. Et on va être aussi vraiment dans le côté introspectif quand on va chanter, puisqu'on va devoir écouter sa voix, on va devoir écouter la pièce, on va devoir écouter les harmoniques. Si on chante avec quelqu'un, puisque je prends aussi les gens en duo par exemple, ou en trio, on va être dans l'écoute de l'autre, on va être dans l'écoute de son corps. Et puis on va se dire, effectivement, quand on va chanter, je vais dire à la personne, ah ben tiens, là, tel endroit, je sais pas si tu as remarqué, mais ça tremblait un petit peu. Est-ce que c'était un souhait? Pourquoi? Est-ce que ce passage-là, c'était beaucoup plus fort? Tu y allais en force? Pourquoi? Et la personne, ça va l'amener en fait à réfléchir, et très souvent la personne va me faire un retour en me disant mais oui, c'est en lien effectivement avec quelque chose en ce moment dans ma vie. Ah mais c'est incroyable parce que on me dit beaucoup la même chose, notamment mon psy, et j'ai beaucoup d'élèves aussi qui sont psychologues, donc c'est hyper intéressant chaque fois les retours qu'ils me font. Mais mais c'est vrai que ça peut être très libérateur, en fait, le chant, quand on traverse des moments difficiles. Moi, j'ai vu que parmi les élèves, là, je parle vraiment des gens qui viennent, qui ne sont pas professionnels du chant, hein, mais souvent, ils viennent quand ils traversent un moment particulier de leur vie, sauf si ça a toujours été une envie de chanter. Mais sinon, souvent, ils viennent quand ils arrêtent de fumer, quand ils sont dans une rupture amoureuse, un déménagement, un deuil, un changement de vie. En fait, la voix va les aider à libérer, en fait, hein, les mots MOTS, MAUX. On sous-estime peut-être la puissance du travail que l'on fait avec la voix. Pour avoir expérimenté quelques cours de chant, c'est pas juste apprendre à chanter ou à chanter juste. Je trouve que ça participe vraiment à la connaissance de soi et au développement personnel. C'est-à-dire que tu travailles ta confiance en toi, tu comprends aussi peut-être que ben, tu as des croyances ou des idées reçues, tu crois que tu chantes enfin, que tu chantes faux, mais en fait pas du tout. Tu penses que tu as une voix grave ou que tu chantes grave, en fait pas du tout. Tu découvres que tu montes vraiment très haut dans les aigus et en fait t'as plutôt, alors je sais plus comment est-ce qu'on appelle, L'étendue vocale? comment dire, quand tu chantes dans une gamme plutôt aiguë, enfin je sais plus comment est-ce qu'on appelle, bon, qu'importe. Enfin tu te découvres vraiment pleinement, autrement, différemment. Enfin, je trouve que c'est une expérience très complète
c'est pas juste apprendre à chanter. Ou si tu viens dans cette intention-là de juste apprendre à chanter, finalement, tu te rends compte que non, c'est un... Tu viens pas faire un travail thérapeutique, mais ça vient quand même te mettre au travail sur plein de dimensions et te permet d'avoir une connaissance de toi que tu n'imagines pas. Enfin, Oui, comme tu l'as justement dit, pour les personnes qui n'ont pas forcément confiance en eux, de se rendre compte qu'au final, ils arrivent à chanter juste, si c'est la demande, chanter juste. Ça leur donne confiance en eux, de se dire, waouh, j'ai pu faire telle et telle chanson, puis peut-être même que je les ai faites en public. Et comme tu dis, de se rendre compte qu'au fur et à mesure qu'on travaille sa voix, on va gagner des notes dans l'aigu, on va gagner des notes dans le grave. C'est très valorisant. on peut avoir une vision très limitée de qui on est. Et on croit qu'on peut pas aller au-delà. Et en fait, non, ça ouvre un champ des possibles. Toi, qu'est-ce que tu avais ressenti? Moi, j'ai pas pris beaucoup de cours de chant, mais les quelques cours de chant que j'avais pris, bah, j'avais été très très surprise de découvrir que j'étais capable de monter très haut dans les aigus, alors que je croyais sincèrement que j'avais une voix plutôt grave et que je chantais plutôt de manière, alors j'ai pas les termes, le jargon, mais je me suis surprise à avoir des notes et en quelques séances de voir une évolution quand même très rapide aussi d'une séance à une autre sur les notes que j'étais capable de pouvoir chanter. Ouais, enfin, c'était très troublant quand même comme expérience et en même temps une exposition aussi massive parce que quand on est un pour un et qu'il faut, ben, vous suivre dans les exercices au piano, qu'il faut faire des vocalises ou qu'il faut, enfin, c'est voilà, il faut mettre de côté le jugement qu'on peut porter sur soi, la peur qu'on peut avoir, mais c'est tellement apprenant. Oui, moi, ce que j'essaye de dire aux personnes, hein, c'est qu'il n'y a pas de jugement esthétique. On fait plein de choses qui peuvent paraître ridicules et je vais le faire moi aussi hein, pour les encourager à se libérer et à vraiment tout oser et se dire, ben, en fait, on peut être plein de choses à la fois. Ouais. Oui, oui, oui. Et même de comprendre comment est-ce qu'on peut chanter une chanson. C'est pas en apprenant le texte par cœur et en essayant d'apprendre la mélodie. Il y a tout un processus par lequel d'abord on va commencer à lire le texte. Enfin, voilà, c'est aussi comprendre comment est-ce qu'on peut chanter, même si on n'est pas chanteur, mais assez correctement une chanson en apprenant ben, toute la technique de s'approprier le texte, de découper le texte et en dernier de chanter le texte sur la musique. D'abord de le chantonner peut-être pour aussi intégrer la mélodie. Non, c'est vraiment ouais, c'est une belle découverte. Ouais. Oui, ce que tu disais de chantonner, c'est en fait, c'est quand on résonne, en fait. D'abord, on entend sa voix avant de la donner aux autres. Et puis par rapport au texte aussi, c'est très intéressant de bien visualiser chaque mot, de ressentir chaque mot, de se dire, est-ce que c'est moi qui chante la chanson ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est le moi d'aujourd'hui? Est-ce que c'est le moi d'hier? Est-ce que c'est un personnage? Et d'y mettre vraiment plein d'émotions différentes. Et ça aussi, c'est très intéressant. D'aller connecter différentes émotions. Et ce que j'aime bien demander aussi aux personnes, quand je leur donne des consignes par rapport aux émotions, par exemple, chante-moi toute cette chanson de cette manière-là, de cette manière-là, de cette manière-là, on va un peu dans les extrêmes. Et après, ils font leur mélange à eux et leur demander est-ce que ça a impacté aussi leur état émotionnel et qu'est-ce qu'ils ont aimé, puisque souvent on enregistre et ils peuvent réécouter qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont ressenti en fonction hein, des émotions qui étaient amenées et qu'est-ce que ça a changé aussi dans leur voix, puisque là, avec l'enregistrement, on peut vraiment réécouter. Et ça me fait penser, en novembre 2021, j'avais commencé à recueillir des témoignages sur ce que nous vivions depuis mars 2020. Et j'avais interviewé une amie qui est chanteuse, qui est dans plusieurs groupes, et qui me racontait que pendant les confinements, elle faisait fi des interdictions que nous avions. Elle allait se promener dans la forêt près de chez elle, puisqu'on est dans les Landes. Et comme elle chante, elle, si on l'empêche de chanter, en fait, c'était comme la faire mourir à petit feu. Et elle avait pris le parti de filmer son environnement en se disant, mais peut-être que ceux qui sont chez eux, enfermés dans un immeuble en pleine ville, ils n'ont pas la possibilité de voir ce paysage que moi, j'ai là devant moi. Donc, elle s'était mise à filmer et puis elle s'était mise à mettre de la musique et puis à chanter. Et tous les jours, elle était attendue comme ça sur les réseaux pour qu'on puisse l'entendre chanter. Et elle me disait que le soir, elle réécoutait les enregistrements qu'elle faisait de ses chansons comme ça en pleine forêt. Et elle avait l'impression qu'elle se guérissait d'elle-même en s'écoutant, comme si elle se berçait aussi en s'écoutant et en écoutant sa propre voix. Ouais, c'est beau, ça veut dire qu'elle aime sa voix, qu'elle est amie avec sa voix, parce que c'est pas évident de s'écouter. Je connais assez peu de gens qui sont assez rares, il y en a, mais ils sont assez rares, hein, ceux qui aiment s'écouter parce qu'on entend tellement, tellement de soi et tellement de sa personnalité. Et puis, c'est beau, puis c'est bien qu'elle ait continué à chanter pendant le confinement parce qu'il y a eu beaucoup de chanteurs, effectivement, qui n'ont pas pu et qui ont eu des problèmes de voix suite à cet arrêt, en fait, quand ils ont repris après de façon intense parce qu'ils devaient vite refaire plein de dates. Moi, je sais que j'avais eu la chance, comme mon appartement, c'est exprès et très bien insonorisé, ben, j'avais pu pareil chanter et faire des vidéos mais chez moi
que je postais de temps en temps sur les réseaux. Et je demandais aux gens qu'est-ce qu'ils avaient envie que je chante. Et c'était assez rigolo. Et je faisais en fonction des demandes. Mais en forêt, ça devait être merveilleux. Oui, et en fait, elle ne se montrait pas à l'écran, c'est-à-dire que voilà, il y avait un panorama, donc la forêt, la musique, et elle chantait dessus, et elle me dit effectivement que petit à petit, elle a connecté comme ça une communauté sur les réseaux. Et si par cas un jour elle se présentait pas, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien? Enfin, elle était attendue. Elle a pris soin des autres avec sa voix, puis elle a pris soin d'elle-même comme ça aussi tous les jours en s'écoutant, parce elle avait, comment dire, elle sentait effectivement les bienfaits que ça pouvait lui procurer, ne serait-ce que de s'entendre elle, en fait. Surtout dans la nature, je sais qu'il y a beaucoup de plus en plus de personnes, mais notamment dans les Vosges, qui ont des grandes forêts, qui font des randonnées chantées ou qui font des séances en deux chants. Moi, j'avais eu un invité et Vincent Karch, c'est le ténor des forêts. C'est un ancien chanteur lyrique. Il est toujours chanteur lyrique, mais il a arrêté sa carrière internationale parce qu'il perdait sa voix et il était devenu donc guide forestier et sa voix était revenue. Et Ah. il amène les gens chanter. Il leur fait un mélange de chant et d'initiation à la forêt. Et j'ai une collaboratrice, une abonnée du podcast qui m'aide maintenant sur le podcast. Donc vraiment, c'est Sophie Hervagne, elle est fabuleuse. Et elle est diplômée en thérapie forestière, elle est coach vocale et en PNL. Et aussi, elle amène les gens chanter en forêt. Elle les amène chanter aussi sous ses pieds de rose. Donc, pour faire jouer vraiment tous les sens. Parce que c'est vrai que moi, j'aime bien, j'habite en ville, donc je vais plus utiliser les huiles essentielles. Mais c'est vrai que pour sentir certaines choses, je sais pas si tu l'as senti toi en cours, mais l'ouverture des fosses nasales, garder le pharynx ouvert, ça peut vraiment aider en fait les odeurs. Alors, Et même je le n'ai pas toucher. d'odorat, alors je ne peux pas te répondre. Ah, Ouais. ok. Ok. Moi, j'en ai perdu avec le Covid quand même. J'en ai perdu. Je sais pas revenu complètement. Mais je sais qu'il y en a justement qui font, plutôt que d'évoquer certaines choses, notamment au niveau du répertoire de ce qu'on va chanter, c'était ce que me disait Sophie, c'était qu'elle faisait carrément toucher. Si dans une chanson ça parle de la mousse, elle va leur faire toucher en même temps le rocher avec la mousse. Il est vraiment en mémoire. Et c'est vrai que de chanter connecté aux éléments, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Moi, je me rappelle, c'est ce que je faisais quand j'étais petite fille. Je chantais dans la forêt en imaginant que les animaux allaient arriver. Alors justement, qu'est-ce que tu dirais à la petite Clémentine? De continuer à créer, à rêver, de chanter, de parler. Voilà ce que je lui dirais. Est-ce que tu as d'autres projets? Oui, alors là, il y a les conférences sur la voix qui arrivent bientôt. La première, ce sera pour la Journée mondiale de la voix. Donc, il y aura vraiment des chercheurs, des scientifiques. C'est la Société de phoniatrie de France qui propose cette journée. Et je suis vraiment très, très, très heureuse et honorée d'être là. Donc, c'est Aurélie Lassalle et Johanna Révis voilà, qui co-organisent. Et il y aura donc plein d'intervenants pour parler de la voix. C'est une journée à travers le monde. On a une journée pour parler de la voix. Donc, ça sera la première conférence table ronde et il y en aura d'autres par la suite. Et il y a toujours les concerts. Donc là, normalement, il y aura un festival de jazz en mer en Grèce à venir. J'en avais fait un là. En Italie, j'avais beaucoup aimé. Donc, j'ai vraiment hâte de repartir chanter dans ce contexte-là. Et puis, il y a les épisodes du podcast. C'est un vendredi sur deux sur toutes les plateformes de podcast. Et il y a plein, 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 plein de personnes à qui j'ai envie de donner la parole et faire découvrir. Est-ce que tu vis de ton podcast? Alors, vivre d'eux, c'est une expression que j'ai essayé d'enlever. Donc, c'est vraiment pas du tout ma source de revenus principale, le podcast, en tout cas pas pour le moment. Moi, je suis très reconnaissante pour tout ce qu'il m'apporte. Pendant très longtemps, c'est vraiment mes autres activités qui ont financé le podcast. Et ça m'a permis justement de maintenir ma passion pour le podcast, de pouvoir me déplacer quand parfois les enregistrements étaient possibles qu'à distance, de pouvoir acheter du nouveau matériel. C'est vrai que j'ai commencé avec l'envie de faire un podcast, mais vraiment sans savoir où ça allait m'amener. Et l'envie, elle est toujours là. Et j'étais vraiment à l'aise au début avec le fait de travailler gratuitement. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait dans ma vie. Tant que j'étais pas encore sûre de moi, je faisais beaucoup de bénévolat et ça m'aidait à prendre confiance. Et c'est pas évident, je trouve, quand on est dans un nouveau métier de savoir à quel moment on peut se considérer comme, entre guillemets, professionnel. Hmm. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup fait de travail gratuit, notamment en rendant service à des personnes, à des coachs qui me faisaient passer leur annonce et je les mettais en pré-roll pour annoncer leur stage de chant, leur cours de chant.
je le faisais volontiers. Puis au bout d'un moment, je me suis dit que peut-être, maintenant que j'avais acquis de l'expérience et que je voyais les retours que les personnes pouvaient avoir suite à la diffusion en pré-roll de l'annonce de leur stage, de leur activité, que les personnes avaient du monde. Je me suis dit qu'il était peut-être temps d'arrêter de travailler gratuitement et ça n'a pas été évident. J'ai pris cette décision, mais très très récemment, puisque j'ai mis en pause cet été en me demandant quoi faire parce que j'avais énormément moi, de demandes entrantes. Au début, je faisais toutes les semaines et ensuite je suis passée à une semaine sur deux parce qu'au niveau du rythme, je n'y arrivais plus. Donc vraiment, bravo à toi, Katia. Oui, moi j'ai inversé, je suis C'était passée de toutes les 2 semaines à toutes les semaines. Oui, moi j'ai fait 2 ans, j'ai fait non, j'ai fait 1 an et demi, je pense, toutes les semaines et vraiment c'était compliqué, surtout que j'avais moi énormément, je sais pas toi, mais énormément d'annulations. Non, pour le moment, je Non, en touche du fait, bois. je pense comme moi, c'est des chanteurs et des profs de chant. Dès qu'ils étaient malades, dès qu'ils n'avaient pas une bonne voix, ils annulaient systématiquement parce qu'ils disaient ça va faire la chanteuse déprimée. Ça va faire le coach vocal qui a pas une belle voix quand il parle. En fait, ils mettaient tellement le focus sur la qualité de leur voix que si ils voulaient pas. Et aussi, comme j'avais beaucoup beaucoup de chanteurs professionnels, ce qu'ils priorisent vraiment, c'est la scène. Et quand ils sont fatigués, ils annulent l'interview pour pouvoir, ce que je comprends, donner le meilleur sur scène. Mais en fait, j'avais vraiment tout le temps des annulations. Et pour pouvoir sortir un épisode par semaine, je devais prévoir 3 interviews en sachant que j'aurais des annulations. Donc, vraiment, j'arrivais plus. Et donc maintenant, depuis peu, j'ai signé avec une agent. Donc maintenant, c'est elle qui va s'occuper de... Voilà, parce que je suis pas trop à l'aise. Je trouve que c'est très compliqué pour soi de placer un tarif, surtout sur des nouveaux métiers comme ça. Donc c'est elle qui va s'occuper de mettre en place tout ça. Là, on en est à la création du kit média. Et puis j'espère que ça va donner des belles choses. Moi, j'ai commencé à le monétiser là toute seule, mais avec les demandes entrantes. Et puis, j'espère pouvoir continuer et m'y investir vraiment encore plus parce que ça demande vraiment énormément de temps et j'espère, voilà, je sais que mon entourage me dit oui, c'est comme une entreprise. Une entreprise, au début, ils investissent et après, il y a le retour sur investissement. Mais c'est vrai que c'était pas moi dans une démarche de me faire connaître, comme ça peut être parfois le cas de personnes qui veulent faire connaître leur activité. Mais au contraire, j'ai réduit mon activité pour pouvoir me consacrer au podcast parce que c'est vraiment, je pense, quelque chose qui me plaît énormément et où j'ai l'impression que j'ai encore énormément, énormément de choses à apprendre. L'accompagnement, le coaching, la voix, il y a toujours énormément de choses à apprendre, mais ça fait 15 ans que je le fais. Ça reste quand même confortable. Que le podcast, ça fait que 3 ans et il y a la com, il y a tout ce qui va avec. Et là, j'ai vraiment l'impression que mon niveau, mon niveau pour monter en compétences, voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de marge. En tout cas, tu es à la recherche de partenaires, de Oui. collaborateurs. Oui. Hmm. Ah Ok. oui, oui. Ouais. On va arriver à la fin de l'interview. Oui. J'ai créé ce podcast pour donner la parole aux acteurs du Nouveau Monde. Qu'est-ce que c'est pour toi le Nouveau Monde? Le nouveau monde, je dirais que pour moi, dans ma vision, ce serait un monde avec de la musique, avec des gens qui ont envie de chanter, de danser, d'aller au concert, d'être dans la joie, d'être bien avec eux-mêmes et d'être bien avec les autres. Des gens qui s'engagent en conscience et avec des individus qui sont plus axés sur l'être que sur le faire. Et je pense que c'est vraiment le cas. Il y a de plus en plus de personnes qui changent de travail, il y a de plus en plus de thérapeutes, il y a plein de nouveaux métiers. Et au contraire, il y a des métiers oubliés qui reviennent. Et je pense que c'est merveilleux de voir que maintenant, les gens remettent en question leur schéma. Et j'aime beaucoup notre époque pour ça, de se dire que rien n'est figé. Et comment est-ce que toi, tu penses pouvoir apporter ta pierre à l'édifice, à ce nouveau monde? En créant des liens, je pense qu'en créant des liens entre les coachs, entre les spécialistes du monde de la voix, et avec la libre circulation des personnes, des idées, tout ce que je mets en ligne, comme toi tu le fais, je pense que j'encourage les gens à explorer différentes perspectives et à trouver ce qui résonne le mieux pour eux. Donc, si ça peut inspirer et montrer toutes les possibilités qu'il y a, et que ce soit avec les artistes ou les acteurs de la musique, et voilà, de créer du contenu pédagogique et aussi l'intention de développer l'évolution des personnes qui viennent en séance et les aider à poser leur intention. Et aussi, ce qui est important pour moi, j'ai ma fille qui a 8 ans et elle me voit beaucoup travailler, puisque forcément, je travaille pas aussi tout le temps sur des horaires
classique de par ce que je fais. Donc, elle est beaucoup aussi avec moi. Et j'ai envie de lui transmettre que on peut aimer ce que l'on fait vraiment. En fait, que voilà, le travail peut rimer avec plaisir et que voilà, on essaye de s'efforcer de le faire au mieux pour soi et pour les autres. Et on peut faire ce que l'on aime. Oui, c'est ça. C'est ça. Et je le vois beaucoup avec les personnes qui viennent en chant au début. Il y a beaucoup de personnes hein, qui lâchent tout pour changer de métier. Et après, ils sont tellement plus épanouis. Et c'est vrai qu'avant d'être dans l'accompagnement, je m'en rendais pas compte parce que presque tout mon entourage était dans des métiers artistiques. Donc en fait, je ne connaissais pas, moi, le milieu plus classique. Donc c'était très intéressant de voir l'évolution des gens qui ont lâché certains travails qui ne leur convenaient plus pour devenir vannier ou artisan ou thérapeute. Et ouais, je trouve ça beau de se faire confiance et même aussi bien avec la voix, de changer de style, de changer, ouais, de pas être figé. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Je vais sortir mon parchemin. Alors, petit A. Non, c'était très bien et il n'y a rien qui me vient. Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose de plus avant qu'on termine et que je te propose mon portrait chinois? Ben, merci beaucoup, Katia. J'étais très heureuse de partager ce moment avec toi et bravo pour ce beau podcast hein, que je prends vraiment plaisir à écouter. En plus, il y a beaucoup de personnes qui ont des liens avec la voix, la musique, les états de conscience modifiés. Donc, bravo pour ton travail. Oui, il y a des ponts. Oui, C'est beaucoup grâce, de ponts. de mes souvenirs, c'est grâce à Geoffrey qu'on s'est connecté. Exactement, Ouais. Enfin, il le exactement. sait pas, mais c'est grâce à Non, il ne lui. le sait pas. Merci à toi. Merci. Alors, on termine avec le portrait chinois. Est-ce que tu te rappelles si tu étais, tu sais, ce petit jeu, Oui, hein. Alors, si tu étais oui. un... Je l'ai fait en portrait chinois de la technique vocale à quelques coachs C'est d'ailleurs dans vrai? des épisodes de Ah, podcast. On a fait des épisodes entiers là-dessus. ok. Alors, si tu étais un plat, lequel serais-tu? Alors, si j'étais en plat, je serais des lasagnes. Ma mère ne cuisinait pas du tout, mais pour mon anniversaire, elle me faisait des lasagnes. Donc vraiment, les lasagnes de ma mère, c'est mes préférées. Et le mois prochain, c'est mon anniversaire, donc je sais que j'aurai mes lasagnes. D'accord. Si tu étais un livre, Je pense que je vais rester pareil, hein. Dans les premières choses, c'est souvent les premières choses qui nous marquent le plus, en fait. Enfin, moi, dans mon cas, c'est beaucoup ça. Donc, je pense qu'un des livres que j'ai le plus lu et relu à l'adolescence, tu l'as peut-être lu, c'est Orgueil et préjugés de Jane Austen. alors je ne l'ai pas lu, mais c'est exactement le livre que m'a cité Juliette, dont je te parlais en off tout à l'heure, Juliette Dargan, dont l'interview Incroyable! sort fin avril. Non, mais ce qui est très drôle, en fait, c'est que euh, dans les réponses qui sont données, il y a beaucoup, enfin, il y a beaucoup de réponses identiques. Il y a souvent les mêmes réponses qui reviennent. C'est assez fou. Les mêmes, pardon, j'en perds ma voix. Les mêmes intitulés de livres, les mêmes plats, les mêmes films. Ouais, vous avez des références communes. C'est assez drôle. C'est marrant, oui, on est Ah connectés oui, sans oui, avoir oui, écouté nos interviews. oui. Mais ça me le fait, c'est pour ça quand je te dis parfois que j'ai envie de mettre les gens en lien, c'est quand certaines personnes me disent des choses, de suite je pense à d'autres personnes. Ouais, souvent on ressent ça, des personnes qui ont beaucoup de choses en commun et je t'invite à le dire. En tout cas, si tu aimes ce style, hein, c'est vraiment un classique. C'est très romantique et c'est féministe en même temps et c'est dans l'Angleterre du 19e siècle où les mariages étaient arrangés. Et c'était la seule perspective hein, pour les femmes de se marier. Et c'est un livre qui est drôle et émouvant et ça parle de l'orgueil et d'accepter la vérité, même si parfois ça implique hein, de voir au-delà des apparences. Et moi, j'aime beaucoup cette histoire. Et je trouve que les personnages sont très attachants. Et puis, c'est beau, c'est la campagne anglaise et c'est romantique. Donc, orgueil et préjugés. Si tu étais un dicton, Alors, ma grand-mère, qui m'a en grande partie élevée, disait énormément, énormément de dictons en Corse. J'avais essayé de les rassembler dans un livre pour nous. Mais là, elle le parlait, mais elle savait pas l'écrire. Donc, elle disait beaucoup de dictons et en français, donc c'est qui cherche trouve. C'est un qui me parle beaucoup parce que j'aime beaucoup chercher. C'est quelque chose qui me plaît. Et je trouve que quand on cherche, parfois, on trouve exactement ce qu'on voulait. Et parfois, on trouve aussi des choses inattendues et c'est ce dont on avait besoin. et en Corse, ça donne quoi? Alors, je crois que c'est qui cherche qu'à trouve. Si tu étais un film,
Alors forcément, un film musical. Un film musical, ma mère, elle regardait beaucoup de comédies, musicales en noir et blanc, les Fred Astaire, les Ginger Rogers, donc un film musical de Jacques Demy ou Moulin Rouge ou La La Land. Ça met en joie, je trouve. Si tu étais un super-héros ou une super-héroïne. Alors, je suis pas du tout portée sur les super-héros, les super-héroïnes, mais figure-toi que j'ai une tenue de Wonder Woman. J'ai même fait un post l'année dernière dans la tenue de Wonder Woman. Et je le fais mettre parfois à mes élèves parce que c'est prouvé, plus ou moins, on va dire, que la posture va jouer sur notre confiance en soi et ça va déjà beaucoup jouer aussi sur notre voix. Et parfois, on peut avoir du mal à faire les choses en étant soi-même et ça va être plus facile de faire venir un avatar, un super-héros, un animal totem. Et donc, parfois, je leur fais enfiler le costume de Wonder Woman et pour que, voilà, ils deviennent eux-mêmes leur propre super-héros. Merci Clémentine de ta participation. Merci beaucoup, Katia. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Clémentine Coppolani vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement sur ses réseaux. Alors, on mettra tous les liens dans la description. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, il y a mon site internet, laclédelavoix.com. Il y a Instagram, Clémentine Coppolani, ou Facebook, Clémentine Coppolani. Et j'aime beaucoup entendre les voix des personnes. Donc, si vous avez envie de me laisser un message vocal, avec plaisir. Tu prononces Coppolani. Il y a un accent? Oui, il n'y a pas d'accent, mais très souvent, encore sur les noms des villes et les noms de famille, on aspire un petit peu à la fin. D'accord. Bon, ben merci à toi. Bah, merci beaucoup pour cet échange et cet espace d'expression. À bientôt. À bientôt! Era vicino a compiere amor tre rostri appena e il giovinetto strinsemi ancora tua catena e il giovinetto strinsemi ancora tua catena. Città di marmorea si deve rondere il monte coi neri monti secoli pieno merdio di fronte coi neri monti secoli pieno merdio di fronte a mai fra cento amabili di vera più cruele i versere, querere, mentre mira barsero i versere, querere. Ma quando mi recidere di dire ora di come il nome di d'ori di cangiato il nostro nome il nome di d'ori di cangiato il nostro nome. E Osterin faccia chiudermi l'inesorabile porta disse fra e pronte partire la mia speranza è morta disse fra e pronte partire la mia speranza è morta.
J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.